Donc, Françoise Gray est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour. Administratrice de société, patronne de... Voilà, on ne les compte plus. Et Jérôme Mathis, salut Jérôme. Non, mais c'est vrai, en plus, dans des secteurs d'activité à chaque fois... Une ex de plein de trucs. Oui, mais entre Manpower et IBM, c'est intéressant quand on va parler du travail et de l'intelligence artificielle. Et puis donc, Jérôme Mathis, salut Jérôme. Prof d'éco, prof de finance à Dauphine et... Membre d'un cercle de réflexion qui s'appelle BSI Economics. Ah, c'est nouveau ça? Un cercle de réflexion non partisan, bénévole, etc. Non, c'est pas si nouveau que ça, mais il mérite d'être cité. Ben oui, moi tu viens le voir régulièrement, tu l'avais encore jamais cité. Livre, je t'en parlerai à l'occasion. Un livre coécrit par un certain nombre d'experts, on va dire, entre guillemets, sur le domaine. Mais autour de la finance, parce que c'est... Non, autour de l'économie, là. On fait décrypter l'économie en 2022, on fera en 2023, etc. On en reparlera. Ah bah oui, avec grand plaisir. Si tu veux. Avec grand plaisir, grand plaisir. Crise sociale. Elisabeth Borne reçoit les syndicats, elle va les recevoir un peu toute la semaine. C'est une situation de négociation un peu étrange quand même, Françoise, je ne sais pas si vous avez connu ça. Elle ne veut pas parler de ce dont les autres veulent parler. Voilà, alors ça s'appelle une non-négociation possible. Enfin, de manière telle que le débat est posé, je ne sais pas comment on va sortir du schéma. Moi, je trouve que c'était... Ce qui est dommage, c'est que cette ouverture n'ait pas été faite un peu avant, pour être honnête, parce que peut-être qu'elle aurait pu avoir quelques bases de négociation, il y aurait eu du grain à moudre. Là, juste avant qu'on ait les conclusions du Conseil constitutionnel, c'est quand même un peu compliqué. Donc, bon, voilà, il faut qu'ils se parlent. C'était un exercice obligé. Qu'est-ce qu'il va en sortir? On espère quelque chose, quand même, parce qu'il faut qu'on en sorte. Est-ce que tu dis, comme beaucoup de chefs d'entreprise sont venus ici me dire, mais enfin, le boulot d'un dirigeant, c'est, alors certains disaient 50-60%, de parler avec les gens. Oui. Ils trouvaient invraisemblable la posture du dirigeant qui refuse de recevoir. Tu es d'accord avec ça? Évidemment, voilà. Bien sûr. Et recevoir, ça ne veut pas dire forcément se renier. C'est juste, ok, venez. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Je pense qu'on peut espérer que les bases d'une discussion soient là. Est-ce qu'il va pouvoir en sortir quelque chose, et en particulier une médiation, telle que les termes sont posés? Ça me paraît un peu difficile. Mais effectivement, c'est des situations qui arrivent dans l'entreprise. On croit qu'on a un chemin qui permet qui va permettre de forcer un peu la solution, et puis le chemin se matérialise pas. C'est ce qui est arrivé avec LR. Et du coup, là, on est vraiment... Tu parlais du chemin politique, toi. Il y avait un chemin politique. Ah oui. Ils ont cru qu'en le suivant, ils allaient être plus malins que le débat. Et puis c'est super fragile, un chemin comme ça, la preuve. Ce qui d'ailleurs amène d'autres considérations sur la vie politique française. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais enfin, c'était quand même un truc un peu, c'est ce mot-là qui vient, c'était un truc un peu combinationné, quoi. C'est-à-dire que c'était un chemin qui, de toute façon, était illégitime. Je ne suis pas sûr que ça aurait... On dit beaucoup, c'est le 49.3 qui, etc., etc. Je ne suis pas sûr que s'il n'était pas passé par le 49.3, la colère aurait été moins Il y aurait forte. Eu au moins quand même une alliance parlementaire sur le sujet. Oui. Et il faut quand même qu'on arrive à considérer que le Parlement, et à conserver le fait que le Parlement soit représentatif de l'électorat. Parce que si on dit que c'est que la rue qui l'est, on a un sujet. Oui, tout à fait. Bon, alors après, il y a quand même il y a un vrai sujet dans ces parallèles. Mais donc, il y avait une voie parlementaire qui fait toujours un peu opportuniste. Oui, je comprends. Dans ces ingrédients. Puis il n'est pas du tout naturel en France. Enfin, pas du tout naturel sous la Ve République. Sous la Ve République. Et du coup, voilà. On peut même penser que la Ve République a été construite pour éviter ce genre. Je pense que c'est... En ce moment, je trouve que les lectures sur ce qui s'est passé entre les deux guerres, c'est pas inintéressant. Parce qu'il y a des parallèles historiques. Tu as des conseils Moi, j'ai un conseil, parce qu'en fait, je viens de finir, c'est le 2e tome du bouquin de Franz-Olivier Gisbert. Alors, il est plus sur les années 70, années 60, années 70, mais effectivement, il y a des parallèles intéressants. C'est pas un livre, mais il y a un podcast qui est sorti sur la vie Léon Blum. Ah tiens, podcast Radio France. Absolument. Ouais. Et je trouve qu'il donne un contexte sur une période que l'on connaît finalement, enfin en tout cas moi, très, très humblement, je ne connaissais pas suffisamment, et qui résonne.
Ouais, je vais écouter ça. J'avais prévu de l'écouter. Je vais écouter ça. Qu'on connaît, mais dont on a oublié finalement la trajectoire. Je trouve que c'est intéressant. Petite parenthèse métier, pardon, messieurs, dames, mais comme on n'est que deux, on a un peu le temps de faire blabla, c'est intéressant. Je viens d'en écouter un sur Philippe Pétain. Moi aussi. Podcast Radio France. Tu viens de l'écouter aussi. C'est magnifique. Incroyable. En tant que contribuable, qui paye une partie de ce truc-là, je dis, mais pourquoi il ne le diffuse pas ? Je suis sidéré. J'apprends que la BBC, là, supprime 1000 heures de programme, bim, bim. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour un truc pareil. À partir tu vois, c'est ce qu'ils appellent des podcasts. Alors avant, on disait podcasts natifs. Maintenant, ils disent podcasts originaux. Bon, voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas diffusés à l'antenne. Mais pourquoi ? C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Voilà, parce que ces reportages sont absolument remarquables. Oui, tout à fait. Celui-là, mais il y en a quelques-uns d'autres, d'ailleurs, sur d'autres sujets. Ça coûte une fortune, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent être à peu près... Mais il les cite d'ailleurs. Alors, il en cite 5 ou 6, mais je pense qu'il faut au moins une dizaine de personnes pendant, facile, 3 semaines, 1 mois, pour concevoir un produit pareil. À ce point. Ah, mais la richesse d'archives. Oui, il y a la richesse d'archives. Ils vont interviewer des historiens. Oui. Les historiens, le travail est déjà fait. Ils sont juste là pour vulgariser ce qu'ils connaissent. Ouais, c'est du job. C'est-à-dire pour sortir en fait la qualité d'interview qu'il a. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'il a quand même, soit il laisse l'interview en longueur et il y a énormément de montage et de production. D'accord. Soit il prépare beaucoup en amont, mais je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse. Même si un gars comme Henri Rousseau, par exemple, que je connais très bien. Il est, lui, est extraordinaire. Non, mais c'est la richesse d'archives sonores. Oui, tout à fait. Pardon pour cette parenthèse, mais allez écouter ce podcast sur la vie de Pétain, qui effectivement est très très intéressante. Et Léon Blum. Et on va aller écouter Léon Blum. Jérôme, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette situation sociale ? Après, on parlera de la grande question du travail, etc. Il y a un consensus de contestation dans la rue, mais il n'y a pas de consensus de proposition. Un peu comme avec le mouvement des Gilets jaunes, pour la simple et bonne raison que ce mouvement, il est composé de personnes qui ont des intérêts antagonistes. Quand on voit des jeunes qui manifestent aux côtés des seniors, les jeunes auront intérêt à une réforme qui demande plus d'efforts aux retraités, et les seniors à ce qu'on alourdisse tout le temps, on reporte tout sur la dette payée par les générations futures. Donc peut-être que le gouvernement, dans sa maladresse, a une carte à jouer qui est de dire on demande aux syndicats éventuellement de formuler des propositions financées. Et s'ils n'y parviennent pas, le pointer du doigt. S'ils y parviennent, et éventuellement, je ne sais pas moi, concéder à une modification de la réforme, je ne sais pas. C'est les 64 ans. Mais je vais vous en parler d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Marc Ferracci, donc, qui est on dit l'un des conseillers, en tout cas il l'a été, ça c'est sûr, la première campagne, d'Emmanuel Macron sur les questions du travail, sur les questions sociales. Il donne une interview très intéressante dans l'Opinion ce matin. Et donc, le sujet de la borne d'âge, là-dessus, il est catégorique. On n'élèvera pas le taux d'emploi sans la mesure d'âge. Le comportement des entreprises, c'est ce qu'on a déjà beaucoup dit, mais bon, voilà, le débat est là, donc je le répète. Le comportement des entreprises s'adapte à la mesure d'âge et le maintien des seniors en entreprise dépend de l'âge légal. Et il a raison. Donc il ne veut pas reculer là-dessus, et c'est là-dessus que la CFDT est complètement arc-boutée. Il a raison, toi, tu dis. Oui, je pense qu'on ne résoudra pas le sujet de l'employabilité des seniors sans que, effectivement, on change tous les comportements de quelques mois. Et il faut repousser l'horizon de sortie. Parce que tout le monde se cale en termes de comportement, et en particulier en matière de négociation de départ pour les seniors, pour appeler un chat, ce qui a aussi beaucoup été dit. Il y a une période par rapport à l'âge légal de sortie. Si c'est l'âge une des clés les plus efficaces pour arriver à garder des seniors en entreprise, au-delà du fait qu'il faut quand même retravailler les conditions d'emploi, retravailler sur l'emploi des seniors. Mais c'est la version contrainte, oui. Moi, je pense ça, oui. S'il y a 64 ans, à 56, 57 ans, l'entreprise ne peut pas ne pas s'intéresser au gars qui va rester encore 7 ou 8 ans avec elle. Voilà. Et ne peut pas penser en fait à des dispositifs de pré-retraite, de rupture conventionnelle, de choses comme ça. Alors, il continue ensuite, donc il présente, c'est lui qui va porter en partie la loi travail, enfin c'est Olivier Dussopt, mais
pauvre Olivier Dussopt, il m'a l'air un peu caramélisé quand même. Donc, on va voir. C'est pas très simple. Hein. Alors, loi travail, donc dedans, il y a... Alors, effectivement, on l'a un petit peu oublié, et puis on pourra en reparler un peu plus tard, l'histoire quand même des 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les allocataires du RSA. Ça va détendre l'atmosphère aussi avec l'ensemble. Sinon, donc il y a France Travail qui devrait permettre de fédérer toutes les ressources au niveau local. Donc c'est l'idée quand même de travailler sur les bassins d'emploi. L'histoire du partage de la valeur ajoutée et il termine en disant je regrette que pour défendre la réforme des retraites, on ait abandonner justement les raisonnements sur le plein emploi, sur l'importance du travail, sur la richesse créée par le travail, pour se focaliser plutôt sur la préservation du système par répartition. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire. Il faut réformer le système des retraites. Donc moi, je ne sais pas à quel point il vilipende cette réforme. J'ai pas non, mais en gros, non, c'est pas ça. Mais en gros, il dit, en fait, la valeur travail, on l'a évacuée. Je vous ai envoyé, non pas pour la lire, je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs, hein, mais tu l'as lu Une page entière du Figaro qu'on va voir. Donc, et puis c'est le Figaro, voilà, on sait très bien, sur la droite en pleine introspection sur la valeur travail. Ouais. J'avais une phrase d'Édouard Philippe, toujours dans le Figaro, « Je n'ai jamais été extrêmement favorable au discours qui comparait le Covid à la guerre. Mais si on le fait, alors disons les choses. Après la Seconde Guerre mondiale, on a redressé la France par le travail. Après la crise Covid, on aurait aussi pu imaginer cette reconstruction par l'effort, mais on n'a pas réussi à mettre cette notion dans le débat public. » Alors, essayez de tester les mots valeur travail avec des jeunes qui commencent à travailler. J'ai fait ce week-end, justement. Et y compris sur des jeunes qui aiment leur travail, qui sont engagés, enfin qui sont pas, qui sont dans la partie qui est tout à fait dans la continuité, je dirais, d'un certain nombre de valeurs par rapport à moi. Quand on leur parle de valeur travail, ils trouvent que c'est ringard au possible, que ça ressemble à une expression qui est particulièrement importante pour des retraités qui ont beaucoup travaillé mais qui ne travaillent plus. Et donc, ce sujet de la valeur travail, il faut trouver déjà des mots différents. Mais je suis assez d'accord. Et il faut le remettre dans un contexte plus global de c'est quoi la vie de demain, le bien commun, les liens sociaux, enfin, etc. Je pense qu'on va droit dans un mur si on essaye de remettre, de parler de la valeur travail toute seule. Ce qui ne veut pas dire que le travail n'est pas important. Mais... Et ce qui ne veut pas dire, comme tu l'as dit très justement, qu'ils n'aient pas envie de travailler. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais leur dire que leur vie se concentre uniquement autour du travail, alors là, non. Oui. Non, mais même c'est plus que ça, c'est valeur travail, c'est un truc quasi biblique qu'on essaye de nous remettre dans la tête, enfin de leur remettre dans la tête. Non, ça fait partie d'un ensemble. Sauf qu'on va y avoir droit, Françoise. Ils sont tous remontés comme des pendules, là, nos responsables politiques, sur cette valeur travail. Alors ça, c'est vraiment un signe qu'ils n'écoutent pas le monde à côté d'eux, hein, parce que moi, même moi, et c'est pour ça que j'ai fait le test, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais ça fait siècle dernier. Ouais. Hein. Oui, mais là, c'est plus un côté marketing, c'est-à-dire le choix des mots. Mais bien sûr. Et bien sûr, une société aussi qui accorde beaucoup plus d'importance à la vie familiale, peut-être, ou au loisir en tant que tel, et pas uniquement l'épanouissement au travers du travail. Mais j'aimerais quand même citer, parce que jeudi, j'étais à Bercy pour la remise du prix Turgot. J'ai été invité en tant que lauréat de l'an dernier, et cette année, le prix du jury a été décerné à Thomas Philippon pour son livre Les gagnants de la concurrence, avec un sous-titre choc. Tu connais celui, tu m'en avais parlé. Mais il est venu ici, Thomas Philippon, pendant 35 minutes. On va voir d'ailleurs le montage que tu nous as offert. Il a dit quelque chose d'intéressant. 2 bouquins formidables, voilà, 2 bouquins que j'ai lus et 2 bouquins formidables. Une fois que vous aurez écouté Léon Blum, sur votre vélo, là, vous pouvez lire ces 2 bouquins qui sont les 2 absolument passionnants. Et les 2, je te l'ai dit, mais je tiens à le dire, c'est une nouvelle façon d'écrire l'économie, tant de ta part que de la part de Thomas. Vous faites des quasi-enquêtes journalistiques, et je trouve ça formidable. Oui, voilà. je me rappelle que tu avais fait ce parallèle. Ah, mais absolument. Donc, quand il a reçu le prix, j'ai été d'autant plus agréablement surpris que je me suis remémoré ce que tu me disais. Mais bon, donc tout ça pour dire que lors de son allocution, il nous disait
que, alors je ne sais pas exactement si c'est selon ses travaux ou celui de certaines personnes avec qui il travaille, qu'il aurait mesuré que les Français aiment plus le travail que leurs voisins, mais qu'en revanche, leur qualité de vie au travail serait moindre. Et ça pourrait expliquer certains comportements qu'on a aujourd'hui. Moi, je crois que c'est plus profond. Moi, ce que dit François me fait tilt dans mon esprit. C'est un peu comme si tu disais, aujourd'hui, dans la qualité de vie au travail, tout le monde est d'accord sur l'idée congé parental, c'est d'ailleurs, on en reparlera de la patronne de la CGT. C'est assez formidable quand même que, dès son premier discours, elle dise, écoutez, j'ai un jeune enfant, donc je ne serai pas dans toutes les commissions et je ne serai pas dans tous les comités. Cette jeune femme de 41 ans, là, il va se passer quelque chose, mais on en reparlera un peu plus tard. Néanmoins, tu ne dirais pas valeur famille. Tu comprends, il y a dans l'histoire de dire, alors la valeur famille, non, j'en sais rien, j'aime mes enfants, mais enfin, est-ce que c'est une valeur, la famille ? Je ne sais pas. Philippe Pétain, vous pensez ? Oui, non. Mais qualité de vie, ça me fait penser à autre chose, à ce que tu dis, c'est que quand, en médecine, les concours, tu sais, les étudiants ensuite sont classés, ils choisissent leur spécialité en fonction de leur classement, etc. Du temps où c'était essentiellement des hommes, les spécialités qui étaient choisies en premier, c'était de la chirurgie de bloc, aux urgences, quelque chose de cardiovasculaire où il y a des urgences où vous pouvez être bipé le week-end. Et maintenant qu'il y a une féminisation des étudiants, eh bien, c'est des postes plutôt un peu à la planque le week-end, du type dermatologie, radiologie, etc. On va pas dire à la planque, mais que tu peux programmer, quoi. Voilà. Tu n'es pas bipé le week-end, c'est partir en urgence. Oui, et d'ailleurs, les garçons plébiscitent ça. Hein. Plébiscite aussi, mais l'étude que j'avais lue, mais qui était une étude sérieuse, l'étude que j'avais lue disait que c'était notamment du fait de la féminisation. Oui, mais pour revenir à notre histoire de valeur, enfin, je vais interpréter ce que tu dis, Françoise. L'idée de dire valeur travail, non, c'est que crée le travail. Donc, va chercher tes valeurs, soit du côté, si tu es ingénieur, c'est par le travail que tu vas changer le monde, soit justement, tu vas pouvoir essayer de mieux subvenir aux besoins d'un tel ou un tel. Enfin, parler de valeur travail, je crois qu'effectivement, c'est un truc... Sérieusement élaborer ce que ça veut dire. Et ça suffit plus, quoi. Et ça suffit. Je suis d'accord. En tout cas, la France, moi j'ai le sentiment qu'on a un modèle politico-économique avec un pendule qui est aussi perpétuellement, mais depuis des décennies, entre d'une part la revalorisation travail, sous-entendu il faut bien récompenser les gens qui sacrifieraient au travail, et de l'autre la lutte contre la pauvreté qui fait qu'on revalorise les prestations sociales, les aides notamment aux gens les plus pauvres qui ne travaillent pas, puisque la première cause de pauvreté en France c'est le manque de travail, soit par le chômage, soit par le temps partiel. Donc on est constamment en train de balancer. C'est les gens qui se sacrifieraient au travail, il faut les récompenser. Ouais. Au secours, quoi, hein. Tu penses à qui quand tu dis sacrifier au travail? Des fameux deuxième ligne, là, ce dont on a parlé Non, c'est pas ça. Tous ceux qui travaillent... Simples. Dans les années 50, un ingénieur gagnait en moyenne 4,5 fois le salaire minimum. Aujourd'hui, c'est 2,5 fois. C'est qu'il y a un écart entre... Mais si vous voulez... Ah oui, c'est ça que tu veux dire, d'accord. C'est dans le sens de la rémunération, de l'effort et du volume horaire aussi. Parce que ces statistiques, il faut prendre en compte que la plupart des ingénieurs ne sont pas aux 35 heures, etc. Non, et l'autre sujet, et ce sur quoi on bute, mais alors totalement, c'est que tout notre système, en fait, est appuyé sur le travail. Tout notre système social, évidemment notre système de retraite, est totalement appuyé sur le travail. Et donc, c'est le refus d'ouvrir cette branche de capitalisation. On en parlait la semaine dernière. Si le capital rapporte plus que le travail, pourquoi n'investissons-nous pas davantage nos systèmes sociaux sur le capital ? Ça paraît... bête comme chou. Une manière de décharger un petit peu le poids sur les épaules des actifs pour le financement des retraites, ça avait été l'introduction de la CSG qui a été introduite par le 49.3. Avec, j'ai oublié, 5 voix de majorité, je crois. Ah, ça je me rappelle pas. Oui, c'est possible. Je crois que c'est 5. Michel Rocard, je crois que c'est 5 voix de majorité. 91, enfin, en tout cas, il en a eu moins que Macron pour faire la CSG, et que Macron en a eu les 9 voix de Macron pour les retraites. Juste, je mets ça très rapidement, mais on en reparlera demain plus largement. Donc, l'INSEE a sorti ses comptes, c'était vendredi matin, les comptes de la Nation. Pas ces comptes de l'INSEE, mais les comptes de la Nation. Donc il y avait 2 chiffres intéressants. D'abord, la dette, c'est vrai que tout le monde attendait à 3 000 milliards, et vive l'inflation. Finalement, elle recule légèrement, cette dette, passant de 2 956 à 2 950 milliards. Et en revanche, ce qui ne recule pas, c'est les prélèvements obligatoires. Et là, je dois vous avouer que c'était une surprise pour moi. On est sur un record historique. Alors, laissez-la la courbe, parce que je l'aime bien. Regardez-la, c'est un truc que j'ai fait 2-3 fois, mais en fait, la pente la plus raide
et c'est intéressant parce qu'il faut à nouveau s'en souvenir, c'est Raymond Barre. C'est Giscard Barre, la pente la plus raide, le décollage du taux de prélèvement obligatoire. Et c'est quoi ? C'est la désindexation du barème de l'impôt sur le revenu au moment d'une inflation galopante. Et donc, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 40% de ménages supplémentaires qui ont basculé dans l'impôt sur le revenu du fait de la désindexation des barèmes. C'est d'une efficacité redoutable. Donc, quand j'ai vu que ce débat qui a eu lieu l'année dernière était, bon voilà, on le regardait, on a l'impression que c'était entre experts fiscalistes qu'on regardait cette désindexation. Ouais. Attention, avec une inflation à 6-7%, la désindexation des barèmes vous fait une hausse des prélèvements obligatoires, mais spectaculaire. Oui. Voilà. Alors je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur le point de tout à l'heure et sur le système social français. Parce qu'il y a aussi un sujet de qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent. On fait quand même beaucoup par rapport à nos voisins, qui est absolument pas perçu par personne. Tout à fait. Et la perception du rendement, de l'efficacité de cette contribution, elle est quand même aussi au cœur de ce que devrait être le raisonnement de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, sauf que ceux qui payent ces prélèvements obligatoires, ils ne sont pas dans la rue. C'est vrai, absolument. Mais c'est bien le sujet. Aussi. C'est-à-dire que ça aggrave encore plus le sujet. Bon, il y a une large fraction qui est financée par la TVA quand même. Donc ça, tout le monde la paye. Ouais. 150 milliards sur les... Ouais. Ça rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Ça rapporte 3 fois plus que l'impôt sur le revenu, ça rapporte 2 fois plus que l'impôt sur les sociétés, ça rapporte, je crois, ça doit être touche-touche avec la CSG. J'ai pas regardé les chiffres, je vous donnerai ça demain. Je crois que c'est encore supérieur à la CSG. Mais un peu de choses. Mais donc ça, et ça, tout le monde le paye. Mais tous ceux qui nous disent, alors après, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais qui nous disent toujours la France championne du monde de la pression fiscale, il faut regarder que c'est des dépenses qui sont socialisées aussi. C'est qu'ensuite, quand on va à l'hôpital ou à l'école, c'est gratuit. Enfin, c'est financé. Bah oui. Mais parce que quand tu regardes, il faudrait regarder les choses dans leur ensemble. Quand Françoise, tu dis le rendement que cela apporte, par exemple, notre système de santé est largement plus performant que le système de santé américain. Le système de santé américain est bien moins socialisé. Il est couvert notamment par des dépenses privées, mais qui, in fine, offrent un moins bon rendement que le système de santé français. Tu vois. Donc il faudrait regarder système par système. Qu'est-ce que tu appelles le rendement ? Le rendement, par exemple, la qualité de la santé aux États-Unis, qui est largement moindre à celle des Français. L'accès aux soins, et puis la santé de la population dans son ensemble. D'accord. Mais tu ne peux pas ouvrir le journal en ce moment. Là, je lisais encore un truc qui me sidérait sur les intérimaires ce matin, là, puisque, enfin bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça ferait. Tu ne peux pas ouvrir le journal sans voir un pan de l'hôpital qui est en train de s'effondrer quand même. Ah oui, mais ça c'est. Jérôme, tu vois. Mais oui. Mais le sujet, c'est qu'on n'a rien d'autre. C'est-à-dire, ça est en train de s'effondrer. On est avec ce niveau de prélèvement obligatoire. Tu ne vois pas l'issue. On ne voit pas l'issue. Tiens, je vais te faire une formidable transition. L'intelligence artificielle va nous sauver de tout ça. On va faire un bond en avant sur la santé. Avant l'intelligence artificielle, je voulais juste vous montrer, c'était parce que dans ce contexte quand même, et puis après on va faire la pause, dans ce contexte, les dirigeants d'entreprise, ils tiennent le choc. Donc, baromètre Grant Thornton, Opinionway, Challenge, 300 dirigeants d'entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros. C'est pas folichon, hein, comme vous le voyez. Hein, c'est voilà la courbe rouge qui est là. Mais enfin, bon, voilà, les gars tiennent le choc. Oui, et effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on se disait qu'on rentrait dans une récession, c'est visiblement pas le cas, et ils se disent il y a un chemin. Ouais. Et on va voir aussi sur l'emploi. Ça nous amènera à des questions sur la productivité, mais dont on parlera demain, là aussi, parce que sinon on n'y arrivera pas. Sur l'emploi, ils sont assez positifs pour l'instant, même très positifs au regard de ce qu'on a pu connaître. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle du fait qu'on a un taux de chômage qui baisse. On n'est pas encore au plein emploi, parce qu'en tant que Français, on est très content, on se galvanise là, de ces courbes de chômage en baisse. Si les Américains ou les Allemands avaient ces taux de chômage, ils ne seraient pas heureux. Hein. Ferracci dit qu'il y a un différentiel de richesse de 30% à peu près aujourd'hui entre les Français et les Américains, et que c'est exclusivement dû au travail. Bien sûr. Et au taux de participation à l'emploi et au fait que le chômage soit à 3,5% aux États-Unis. On marque une pause et effectivement, on va sur l'intelligence artificielle après.